Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la correction de l'exercice de génétique qui a été proposé à l'examen national de 2017, session de rattrapage. La vidéo intéresserait les deuxièmes années SVT, les deuxièmes années PC, mais comme on dit toujours, toute personne qui s'intéresse aux sciences de la vie et de la Terre. On se voit dans quelques instants. Alors j'ai choisi cet exercice parce que dans sa première partie, il traite la réplication de l'ADN, le thème que j'ai abordé dans la dernière vidéo mise en ligne sur ma chaîne. La deuxième partie traite de l'expression de l'information génétique. Alors passons tout de suite aux détails. Pour étudier certains aspects de la transmission et d'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. Au cours de chaque cycle cellulaire, la cellule subit un ensemble de phénomènes biologiques qui interviennent dans le maintien de l'information génétique lors de sa transmission d'une cellule à une autre. Pour mettre en évidence un de ces phénomènes ainsi que son importance, on propose l'expérience présentée dans le document 1. Remarque, la thymidine T est utilisée dans la synthèse d'ADN. Alors voici l'expérience dans le document 1. La première question, expliquez les résultats de l'expérience du document 1 en justifiant votre réponse à l'aide d'un schéma adéquat du phénomène biologique mis en évidence. 1,5 point. Alors, analysons notre expérience. On nous dit qu'on a cultivé la plantule dans la thymidine radioactive. La thymidine est le nucléotide qui est utilisé dans la synthèse de l'ADN uniquement. Et donc, si elle est radioactive, elle va donner un brin d'ADN radioactif. Donc, le nouveau brin produit va être radioactif. Dans les résultats, après un seul cycle dans la thymidine radioactive, on nous dit que le chromosome est formé de deux chromatides radioactives. Donc, on peut les représenter de cette manière, les deux brins radioactifs dans chaque chromatide, ou bien un brin radioactif et un brin non radioactif. Or, avant le début de l'expérience, le chromosome était non radioactif bien sûr, c'est-à-dire il était formé de deux brins non radioactifs, représentés en bleu. Si la réplication se faisait selon le modèle conservatif, on aurait obtenu deux brins non radioactifs dans une chromatide en bleu et deux brins radioactifs dans l'autre chromatide. Or, ce n'est pas ce qu'on a obtenu dans les résultats. Donc, on ne peut pas considérer ce modèle. C'est-à-dire, on est obligé de considérer le modèle semi-conservatif. Dans le chromosome, on a deux brins bleus, donc on ne peut pas avoir un chromosome bichromatidien avec quatre brins en rouge. C'est impossible. Donc, on est obligé de maintenir la deuxième représentation. Un brin bleu non radioactif et un brin rouge radioactif dans chaque chromatide. Quand on a transféré la plantule dans la thymidine non radioactive, on nous dit qu'on a obtenu des chromosomes avec une chromatide radioactive et une chromatide non radioactive. Donc on peut la représenter de cette manière. La chromatide non radioactive, bien sûr, elle contient deux brins non radioactifs et l'autre chromatide radioactive contient un brin non radioactif en bleu et un brin radioactif en rouge. La deuxième représentation possible, théoriquement, une chromatide avec deux brins non radioactifs en bleu et une chromatide avec deux brins radioactifs en rouge. Or, le chromosome de la plantule, au départ, il contient un brin bleu et un brin rouge. Donc, on ne peut pas avoir deux brins rouges radioactifs dans la même chromatide. C'est impossible. Et donc, on est obligé de considérer que les deux chromatides se séparent et chaque chromatide va répliquer son ADN et donner un chromosome bichromatidien. Dans une chromatide, on a deux brins non radioactifs en bleu et dans l'autre chromatide, on a un brin radioactif en rouge et un brin non radioactif en bleu. Et ainsi, on aura expliqué les résultats de notre expérience. Donc, réponse à la première question. On observe, d'après le document 1, que la culture de la plantule dans la thymidine radioactive pendant un seul cycle cellulaire, c'est-à-dire pendant une seule réplication,
a permis l'apparition de chromosomes radioactifs sur leurs deux chromatides. On peut expliquer ce résultat par l'utilisation de la thymidine radioactive dans la synthèse du nouveau brin au cours de la réplication semi-conservative, de manière à ce que chaque chromatide comprend un brin d'ADN radioactif et un brin non radioactif. La suite de notre réponse, quand on transfère la plantule dans la thymidine non radioactive pendant un seul cycle cellulaire, on remarque que chaque chromosome contient une chromatide radioactive et une chromatide non radioactive. On peut expliquer ceci par la synthèse de deux nouveaux brins d'ADN non radioactifs, de telle manière qu'une chromatide comporte un brin radioactif et un brin non radioactif, et l'autre chromatide contient deux brins non radioactifs. Pour le schéma demandé, on va commencer par représenter un chromosome avant le début de l'expérience. C'est un chromosome monochromatidien formé d'une seule chromatide et qui est non radioactif, qui contient deux brins non radioactifs représentés en bleu. Après avoir transféré la plantule dans la thymidine radioactive pendant un seul cycle cellulaire, c'est-à-dire pendant une seule réplication, donc il y a réplication de l'ADN selon le modèle semi-conservatif et le chromosome contient deux chromatides. Chaque chromatide contient un brin non radioactif en bleu et un brin radioactif en rouge. Et donc les deux chromatides sont radioactives. Enfin, après transfert de la plantule dans la thymidine non radioactive, on aura deux chromosomes. Chacun comporte une chromatide non radioactive qui comporte deux brins non radioactifs en bleu et l'autre chromatide elle est radioactive car elle contient un brin rouge radioactif et un brin bleu non radioactif. Deuxième partie, le xéroderma pigmentosome de type B est une maladie génétique rare caractérisée par une hypersensibilité aux rayons ultraviolets et provoque des lésions au niveau de la peau et des yeux qui peuvent évoluer en cancer. Cette maladie est la conséquence de la perte des cellules de leur capacité à réparer les erreurs au niveau de l'ADN. Les ultraviolets provoquent des modifications de la structure de l'ADN en formant des liaisons covalentes entre deux thymines successives de même brin de l'ADN. À l'état normal, cette aberration est corrigée par l'intervention d'une enzyme appelée ERCC3 avant la duplication de l'ADN. Le document 2 résume le mode d'action de cette enzyme. Alors on va exploiter le document tout à l'heure. Le document 3 présente la séquence nucléosidique d'une partie du gène codant pour l'enzyme ERCC3 chez un individu sain et un autre individu atteint de xéroderma pigmentosome de type B. Le tableau du document 4 donne un extrait du code génétique. Question. En utilisant les données des documents 2, 3 et 4, déterminer la séquence des acides aminés correspondant à chaque partie du gène contrôlant la synthèse de la protéine ERCC3 chez les deux individus étudiés et expliquer l'origine génétique de cette maladie. Avant de répondre à la question, il serait peut-être utile de rappeler cette fameuse relation gène-caractère héréditaire. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est un fragment d'ADN, c'est-à-dire une séquence de nucléotides qui porte l'information génétique responsable du caractère héréditaire. Alors, exemple de séquence de nucléotides, TAC, AAA, GTG jusqu'à ATC. Alors, pour utiliser l'information de ce gène, la cellule va d'abord faire la transcription du gène dans le noyau grâce à l'ARN polymérase. Alors, l'ARN polymérase va synthétiser une molécule d'ARN messager, l'ARN-M, qui est également une séquence de nucléotides. Avec une principale différence, c'est que l'ARN messager ne contient pas la thymine T, mais l'uracile U. Alors dans notre cas, on aura la séquence AUG, UUU, CAC jusqu'à UAG. L'ARN messager va quitter le noyau vers le cytoplasme, où elle va subir la traduction grâce à l'intervention des ribosomes et des ARN de transfert, les ARN-T. Alors la traduction va permettre la production, la synthèse d'une protéine ou d'un peptide ou encore d'un polypeptide, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés. Dans notre cas,
on aura la méthionine, la phénylalanine, histidine, etc. Enfin, la protéine va contribuer, va participer à l'apparition du caractère héréditaire. Alors, cette relation gène-protéine, elle est toujours la même. Il faut toujours passer par la transcription et la traduction. Alors que la relation protéine-caractère héréditaire, elle dépend de la nature de la protéine et donc du type de caractère héréditaire. Voici les deux brins d'ADN, le brin non transcrit en haut et le brin transcrit en bas. Et bien sûr, vous devriez utiliser le brin transcrit pour produire l'ARN messager. Alors, vous trouvez GGT, vous allez jouer le rôle de l'ARN polymérase et choisir CCA. Ensuite, TGA lui correspond ACU, ensuite UGU, GAU, AAC et UGC. Maintenant, on passe à la séquence des acides aminés. Et pour cela, on va utiliser le tableau du code génétique. Alors, le premier codon dans l'ARN messager, CCA, on le cherche dans le tableau. Le voici, il lui correspond la proline. Donc, premier acide aminé, proline. Deuxième codon, ACU, je le cherche dans le tableau, le voici, la thréonine. Troisième, UGU, je le cherche de la même manière. Donc GAU, le voici, ASP, aspartique. AAC, la voici, c'est l'asparagine. Et enfin, UGC, la voici, c'est la cystéine. De la même manière, on va écrire l'ARN messager, la séquence des acides aminés chez l'individu atteint de xéroderma pigmentosum. Alors la séquence d'ARN messager serait CCA, AUU, GUG, AUA, ACU et GCA. Pour la séquence des acides aminés, de la même manière, on va utiliser le tableau du code génétique. Le premier codon CCA va donner la proline. Le deuxième codon AUU, le voici, il va donner l'isoleucine. GUG, le voici, il va donner la valine. Quatrième codon AUA, le voici, il va donner isoleucine. ACU donne thréonine. Et enfin, GCA donne alanine. Et voici notre réponse à la première partie de la question 2. Vous pouvez ne pas écrire la séquence de l'ADN que j'ai écrite ici en noir et vous écrivez directement l'ARN messager et les acides aminés dans les deux cas. Alors, réfléchissons à la deuxième partie de la question 2 dans laquelle on nous demande d'expliquer l'origine génétique de la maladie. Alors, voici le brin transcrit de la personne normale et voici le brin transcrit de la personne atteinte de la maladie. Si on compare les deux séquences, vous voyez le premier G, le deuxième G et le troisième nucléotide qui était, donc le codon 66 est le même dans les deux séquences. Pour le codon 67, on a le T, mais on constate qu'il n'y a pas le G. On passe directement à A et ainsi de suite jusqu'à la fin de la séquence. De même, dans le brin transcrit de la personne atteinte de la maladie, on voit qu'elle se termine avec T, alors que le T n'existe pas dans le brin transcrit normal. Donc normalement, il y avait le T. Et le problème, c'est que le G du codon 67 n'existe plus dans la séquence de la personne malade. Et donc, on va dire qu'il y a une mutation par délétion du nucléotide G du codon 67. Alors la conséquence, si on compare les deux séquences d'acides aminés, vous constatez qu'il y a modification de 5 acides aminés à partir de l'acide aminé proline. Et donc on aura une protéine ERCC3 très différente. Donc l'enzyme ERCC3 serait non fonctionnelle. Elle ne va plus assurer sa fonction. Et donc on peut dire qu'une mutation par délétion du nucléotide G au niveau du codon 67 entraîne l'insertion de plusieurs acides aminés différents à partir de la position 67 dans la chaîne protéique de l'enzyme ERCC3, ce qui va entraîner la production d'une enzyme ERCC3 non fonctionnelle. Et d'après le document 2, on voit que l'enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord reconnaître le dimère de thymine, les deux T qui sont reliés entre elles par une liaison covalente. Elle va s'attacher à ce dimère de thymine, elle va le corriger et ensuite elle va se libérer, se détacher de l'ADN.
Et donc, si elle est non fonctionnelle, l'enzyme ERCC3 n'est plus capable de réparer les dimères de thymine qui apparaissent dans l'ADN à cause des rayons ultraviolets. D'où l'apparition des symptômes de la maladie xéroderma pigmentosum, donc des lésions cutanées, le cancer et ainsi de suite. Donc la réponse à la deuxième partie de la question 2 peut être résumée comme suit. On peut expliquer l'origine génétique de la maladie dans les étapes suivantes. Premièrement, mutation par délétion du nucléotide G au niveau du codon 67 dans le brin transcrit du gène codon pour ERCC3. Conséquence, insertion de plusieurs acides aminés différents dans la chaîne protéique de l'enzyme ERCC3 à partir de la position 67. Troisième point, synthèse d'une enzyme ERCC3 non fonctionnelle. Quatrièmement, l'enzyme ERCC3 ne peut plus réparer les dimères de thymine qui apparaissent dans l'ADN exposé aux rayons ultraviolets. Apparition des symptômes de la maladie xéroderma pigmentosum de type B, lésions cutanées, cancer, etc. À la fin de la vidéo, je voudrais attirer votre attention sur ce point très important. Dans tous les exercices qui traitent d'une maladie génétique due à une mutation, il faut toujours chercher dans les énoncés de l'exercice, chercher premièrement le nom de la protéine et deuxièmement la fonction de la protéine. Et donc dans votre réponse, vous allez chercher la mutation. La mutation va modifier la séquence des nucléotides, soit par substitution, soit par délétion, soit par insertion, ce qui va entraîner la modification de la séquence des acides aminés dans la protéine. Et par conséquent, ça va entraîner la modification du caractère héréditaire. Bon courage à tous et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.